Bonjour, vous écoutez Sans détour, le podcast de Genilem avec le soutien de notre partenaire la FIT. La FIT, c'est la Fondation pour l'innovation et la technologie. Ils soutiennent les entrepreneuses et les entrepreneurs dans le canton de Vaud. Si vous vous sentez concerné, allez voir leur site internet fondation-fit.ch. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à répétition, et c'est vraiment le cas aujourd'hui, ont choisi de faire les choses autrement. Ils et elles partagent sans détour leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Moi, je m'appelle Cyril Deléaval, je suis coach au sein de l'association Genilem et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Grégory Cholet. Salut. Je fais toujours une petite intro et cette fois-ci, elle était encore plus difficile à faire que d'habitude parce que dans ces intros, on essaie de mettre des étiquettes sur les gens. Te mettre des étiquettes, ça a été compliqué. Alors, j'y vais quand même. T'es serial entrepreneur et militant, cofondateur de Loico en 2013, c'est le one-stop shop administratif. Vous avez une notoriété, je pense que tout le monde vous connaît. Cofondateur aussi de Guru, c'est une agence de communication. Cofondateur de Native, c'est un éditeur de logiciels. J'ai mis militant. Parce qu'effectivement, Loico, je crois que c'est une des toutes premières entreprises à être Bicorp. Tu es dans le comité d'Après Genève, c'est la chambre de l'économie sociale et solidaire genevoise. Tu es actif chez Compétences bénévoles, actif aussi dans Action Margot. Tu pourras nous expliquer un peu tout ça. Tu es cinéaste, une dizaine de courts-métrages et en tout cas en long-métrage que je pense beaucoup de Genevois ont vu qui s'appelle Demain Genève. Donc on va parler création de valeur, croissance capitalistique, engagement sociétal, entrepreneuriat en Suisse et technologie. Ça te va ? Beau programme, avec plaisir. Longue intro. Nickel. Comme toujours, je commence toujours par cette question. Qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter ? Écoute, déjà, je suis ravi d'être avec toi. Merci. Podcast que j'écoute très régulièrement, donc c'est avec plaisir que je contribue. Je suis... alors déjà, j'ai 46 ans, ça commence à faire vieux, marié, 2 enfants. Effectivement, je crois que ce qui me décrit aujourd'hui le mieux, c'est un entrepreneur. Je crois que j'accepte de me qualifier en tant que tel. J'ai un parcours de longues études que j'ai fait avant tout parce que ça m'intéressait. Moi, je crois que ce qui me définit, c'est la curiosité. Je crois que les études, on a la chance d'avoir de beaux établissements en Suisse. Donc, j'ai fait d'abord l'université, ensuite le PFL, puis encore un MBA. Bref, je me retrouve avec 3 masters, ce qui ne sert probablement à rien, si ce n'est d'avoir assouvi une forme de curiosité. Ok. Université de Genève, tu as fait quoi ? Ouais, alors j'ai commencé par HEC, parcours un peu classique, orienté système d'information. Puis en fait, à la fin des systèmes d'information, lorsque j'ai eu ma licence à l'époque, qui a été considérée comme un master aujourd'hui, j'étais un peu frustré. Je voulais quelque chose d'un petit peu plus technique. C'est pour ça que je suis parti à l'EPFL. Okay. Et là, j'ai pris une bonne claque. Je me suis retrouvé à l'école doctorale de l'EPFL au cours d'analyse des systèmes. Je peux dire que là, j'ai compris ce que c'était. Et puis voilà, j'ai fait un master en computer graphics à l'EPFL. Puis quelques années après, un MBA entre l'université de Lausanne et l'EPFL. D'accord. Fils d'universitaire, il y a une pression familiale sur le fait de faire l'université. C'est que pour toi, ta curiosité ? Ah non, absolument pas. Je crois que ni mon père ni ma mère n'ont fait des études particulières. J'ai eu l'opportunité de le faire. Je pense que mes parents, même s'ils étaient divorcés, m'ont encouragé à le faire. Ma mère était très fière. Je crois que je la vois encore à la remise de mon MBA, qui était tout en anglais. Probablement qu'elle n'a pas compris grand-chose, mais qu'elle était fière d'être là. Non, aucune pression. Vraiment, aucune pression. Je crois que l'important, c'était avant tout que je fasse ce dont j'avais envie. Et ce que j'apprécie aussi, c'est que mes parents n'étaient pas du tout sensibles au système élitiste. Est-ce qu'il y a des écoles qui sont meilleures que d'autres ? Est-ce qu'il y a des parcours qui sont meilleurs que d'autres ? Donc, je n'ai pas du tout été influencé. Finalement, j'ai dû me faire mon propre parcours. Ok. Oui, parce que PFL et HEC Lausanne, on est un petit peu dans... Bon, il y a peut-être Saint-Gall, HEC Saint-Gall, mais on est un peu dans cet élitisme. On n'est pas dans les hautes écoles françaises, mais on pourrait tendre vers ça. Mais c'était pas le but. Non, mais je crois que c'est la chance qu'on a en Suisse, c'est que toutes ces belles écoles, on peut y accéder sans forcément être fils d'eux ou parce qu'on a des moyens financiers particuliers. C'est une question de motivation, il y a une sélection naturelle qui se fait. Je pense que c'est ce que je reconnais dans notre système, au même titre que
que l'apprentissage, hein, qui aujourd'hui en Suisse est une filiale qui est aussi très valorisée. Et moi, je suis fier pour ça de notre pays, quoi. Ensuite, après ces études, tu pars faire du conseil chez Deloitte. Là aussi, c'était quoi? C'était une envie de curiosité? Tu t'es fait débaucher? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en parallèle de mes études, j'ai travaillé. J'ai créé une première association qui s'appelait Native à l'époque, qui était là pour proposer des services complémentaires à ce que faisait la Junior Entreprise. La Junior Entreprise, c'est une association d'étudiants qui proposait des mandats, hein, souvent d'analyse de marché. Et puis j'ai assez vite identifié qu'il manquait une offre plus tech. Système d'information. Et du coup, j'ai créé une association qui s'appelait Native qui proposait à la GEG des mandats sous l'angle plus système d'information. Donc ça a commencé comme ça. Ça m'a permis de faire mes premières expériences. Puis assez rapidement, pendant mes études, j'ai eu l'opportunité de travailler pendant... dans plusieurs structures, notamment une agence qui s'appelle Procab. Procab Studio, qu'on a commencé quand on était encore en collège. Donc on était dans le sous-sol d'un copain. Donc vraiment, hein, la classique, on était au sous-sol, on travaillait sur cette boîte. Et puis que j'ai lâché assez rapidement, on était 4. Il y en a un qui a fait un procès aux 3 autres, la classique. Et puis, on est 2 à avoir repris nos études. C'est là que j'ai commencé l'Uni. Donc, finalement, j'ai eu un parcours assez clairsemé, mais beaucoup d'expérience en tant qu'entrepreneur. Et puis, j'ai ressenti le besoin à un moment d'être confronté à une structure, à une hiérarchie, à des process, choses que je n'avais jamais vues, quoi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire du conseil. J'avais toujours rêvé de faire du conseil, va savoir pourquoi. Je voulais être baladé en Europe, ici ou là, être confronté à des problématiques peut-être de plus haut niveau. Et puis du coup, le conseil, ça s'y prêtait bien. Et du coup, c'est comme ça que je me suis retrouvé chez Deloitte en conseil. Ouais. Pendant tes études, quand tu crées Native, il y avait déjà ce côté. Alors, j'ai entendu que tu acceptais aujourd'hui l'étiquette entrepreneur, mais il y avait déjà cette étiquette enfin, cette volonté, pas étiquette, mais cette volonté de te dire je veux créer mon propre truc, ou c'est uniquement parce que tu t'as vu une opportunité, puis tu t'es dit elle est pas saisie, je m'en occupe. Ouais, je pense que ça a toujours été par opportunité. Alors, il y avait toujours cette satisfaction de faire et de se sentir utile. Et surtout, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez, quoi. De répondre à un besoin, c'est quelque chose qui, franchement, ça fait du bien, c'est satisfaisant. Et je pense que j'ai beaucoup été drivé par ça. Le deuxième, je pense, élément extrêmement important, c'est que moi, j'aime faire. J'ai adoré apprendre, et je te parlais de curiosité avant. Cette curiosité, je la satisfais beaucoup en faisant, et je crois beaucoup au savoir-faire, hein, justement pour savoir-faire, il faut faire. Et donc, quand je voyais des opportunités, des choses qui me permettaient de développer une nouvelle compétence, d'assouvir ma curiosité, je faisais, quoi. Et puis en Suisse, on a la chance de pouvoir faire ça assez facilement. Mais consultant, c'est pas vraiment l'image du mec qui fait. Non, et c'est là que c'était intéressant, c'est que je me confrontais à tout ce qui a priori n'était pas mon quotidien, quoi. Mais c'était hyper intéressant, et je suis très content de l'avoir fait parce que j'ai été justement confronté à des process, aussi à une exigence qui était différente. Dans toutes mes expériences, c'était moi ou mes associés qui définissions finalement le niveau de détail qu'on voulait. Et puis là, quand tu es dans une structure comme celle-ci, où il y a un souci du détail, un souci de respect aussi des process, ça m'a forcé à m'améliorer, quoi. Okay. Et d'autant plus que tu es quand même assez jeune quand tu arrives là-bas. Oui, tu es assez jeune. Ouais. Oui, tu es assez jeune, donc tu es souvent un peu encore modulable. Mais disons que j'avais l'avantage d'avoir déjà vécu un parcours d'entrepreneur, et puis je pense une certaine sensibilité aussi à des enjeux qu'on n'a peut-être pas si on n'est pas passé par là, quoi. Okay. Et ça, c'est 2-3 ans 3 ans, je crois. Ouais, 2 ans, ouais. Et ensuite, Unirisque. Ouais. Pourquoi t'arrêtes? Ouais. Alors là, pour le coup, j'ai été débauché par un de... Sympa. Ouais, sympa, ouais, par Christophe Barman, qui est aujourd'hui un de mes associés chez Leuco, qui cherchait une espèce de mouton à 5 pattes, quelqu'un qui avait à la fois cette sensibilité sur les process, sur ces aspects qualité que je venais d'acquérir en étant chez
chez Deloitte, mais en même temps, c'était pour ouvrir un poste marketing. Et il se trouve que justement, pendant toutes ces années, en parallèle de mes études, j'ai travaillé comme graphiste, j'ai travaillé comme photographe. Finalement, j'ai développé un certain nombre de compétences qui me permettaient de cocher un peu les 5 pattes du mouton, quoi. Et, et c'est comme ça que Christophe est venu me chercher en disant ouais, on a besoin de quelqu'un pour ce poste. Puis là, je crois que j'ai été simplement appelé par ce besoin d'avoir peut-être un peu plus d'impact, travailler sur une PME plutôt que d'une multinationale, sur des enjeux qui sont peut-être plus proches de ce qui résonnait pour moi. Et voilà, assez naturellement, j'y suis allé. Unirisc, ça fait quoi ou ça faisait quoi? Unirisc qui a changé de nom aujourd'hui, qui a été acquis de multiples fois, bref, on ne sait même plus vraiment. C'était à la base un courtier en assurance, donc a priori une activité pas très sexy, qui avait développé des services notamment RH. Et puis, ouais, j'ai senti qu'il y avait un potentiel, mais vraiment dans le B2B, c'était une expérience à faire, quoi. Ok. Et ça dure combien de temps? De 2009 à 2013, donc 4 ans. Ouais, D'accord. 4 ans, là où j'ai eu l'opportunité de rejoindre après le comité de direction, de devenir actionnaire. On était un jeune comité de direction, donc ça c'était vraiment super. Et probablement que là, il y a eu une rupture, en tout cas un événement qui s'est passé qui a été fortement impliquant pour le suite, c'est qu'en fait, il y a eu une prise de majorité du capital par il y a un des actionnaires existants qui a vendu une partie du capital dans le dos de la direction, hein, à un actionnaire étranger. Et puis c'est là qu'il y a eu une transformation, c'est que nous, on n'était pas du tout alignés avec le nouvel actionnaire. Et puis, on a essayé de faire une contre-proposition d'achat. On a réussi en activant notre réseau, à trouver potentiellement le budget qui permettait de faire un MBO, un Management Buyout, mais qui a été refusé par le nouvel acquéreur, qui dit non, mais et les jeunes, on avait une trentaine d'années, allez jouer un peu dans votre bac à sable, c'est comme ça qu'on l'a senti. Puis on leur avait dit, hein, si vous prenez la majorité, il va y avoir de la perte de valeur. On est une société de services, on sait que la société de services, c'est avant tout des gens, et que du coup, si ça se faisait, il y avait des chances qu'on parte, et c'est ce qui s'est passé. La prise de majorité s'est faite, on a donné notre sac, puis on a créé notre propre boîte, qui était concurrent à certains égards. On n'avait pas de clause de non-concurrence, donc ça s'y prêtait bien. Ça ne nous a pas empêché d'être poursuivis. J'ai eu une petite... on est plusieurs à avoir reçu un commandement de payer de 8 millions quelques jours après, la police judiciaire qui débarque dans notre nouvelle société qui était Loico. Donc ça, c'est des expériences qu'on a vécues qui sont forcément impliquantes, quoi. Et raconte ça. Ouais. Enfin, si Bon, tu peux, je sais pas. ouais, il n'y a aucun problème, l'affaire a été classée, donc... concrètement, notre ancien employeur, probablement un peu frustré de nous voir partir, nous a attaqués sur différents axes, sur le fait que notamment on aurait volé l'infrastructure technique, donc les logiciels, ce qui est c'était facile de démontrer qu'on n'avait pas utilisé, c'était pas la même technologie, qu'on utilisait d'autres outils, enfin bref. Mais voilà, c'est une procédure pénale. Alors, en l'occurrence, elle a été classée, donc on n'a pas eu besoin d'aller trop loin. Mais ça dure combien de temps, ça dure quelques mois. Okay. Mais je crois que dès le début, avec nos associés, on a décidé que ça ne devait pas nous manger du management time. Donc on s'est appuyé sur des avocats. L'avantage, c'est qu'on était hyper droit dans nos bottes. Donc on était confiant sur le fait que ça allait bien se passer. Et ça, je pense que ça fait toute la différence. Donc pas de nuit blanche. Aucune nuit blanche. D'ailleurs, le jour où je l'ai reçu, je me rappelle très bien, j'étais en train de skier à Zermatt. J'ai appelé mon père, parce qu'un des associés nous informe qu'il a reçu ce commandement de payer. Donc moi, c'est clair que ça allait arriver. J'ai juste appelé mon père en disant, écoute, il y a un courrier qui va arriver. Merci de faire opposition. Et puis j'ai continué ma journée de ski. Et je me rappelle que ma femme, qui était ma copine à cette époque, elle me dit, mais comment tu fais pour passer une journée comme ça normale alors que tu sais qu'il y a un courrier comme ça qui est arrivé. Mais de nouveau, je crois qu'on était hyper conscient de la situation, on n'avait rien à se reprocher, donc c'est beaucoup plus facile. Et vous aviez pris un peu parce que justement, c'était pas la même infrastructure, c'était pas tout ça. Vous aviez pris des clients ? Non, pas des clients, des recommandations avant de quitter Unirisc pour créer Loico,
pour être sûr de bien faire les choses, ou c'est le bon sens qui a guidé vos actions? Je crois que le bon sens a guidé nos actions. Je pense qu'on était évidemment conscient des risques auxquels on s'exposait, donc on a fait attention à pas dépasser la limite. Et c'est pour ça qu'on était aussi confiants. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Je pense que dans un parcours entrepreneur, c'est pas la première fois qu'on a eu alors des démêlés avec les justices, c'est évidemment beaucoup trop fort, mais des situations complexes comme celle-ci qui finalement étaient relativement simples, puisque la preuve étant que ça a été classé assez rapidement. Et donc Loico démarre. Ouais. Déjà, à la base, ça a tout de suite été ce one-stop shop administratif, ou ça n'a pas commencé comme ça? Non, c'était une envie d'aller un peu plus loin que ce qu'on offrait déjà chez Unirisk en ramenant d'autres métiers, notamment la fiduciaire qui n'existait pas, en se disant en fait c'est quoi les principaux services auxquels font appel une société pour gérer leurs besoins administratifs. Et dans ce spectre-là, on a identifié notamment la partie fiduciaire, donc comptabilité, fiscalité, qui était manquante. Donc en fait, on a réuni ces différents métiers, puis on a ajouté une belle couche technologique dessus, et c'est comme ça qu'est né Loico. Ces différents métiers, donc il y a la fiduciaire, ouais. RH. C'est ça, fiduciaire, RH. Donc RH, c'est tout ce qui va être gestion administrative des RH, les demandes de permis, la gestion finalement de tout ce qui tourne autour d'un collaborateur. La partie payroll provider, donc gestion des salaires. Et puis avec ça, on avait aussi la gestion des risques qui était assez important. Donc ça, je dirais, c'est donc finance, assurance et RH, c'était le socle principal autour duquel s'est développé avec le temps un certain nombre de services complémentaires. Ok. Et tu parles d'une couche tech par-dessus. Ouais. C'est quoi? Vous développiez vos propres outils Alors, c'est un patchwork de différents outils. C'est-à-dire qu'il y a certains métiers qui ont leurs propres outils. On n'allait pas redévelopper un logiciel de comptabilité. On n'allait pas redévelopper un moteur de paye. Donc, on utilise des outils existants qu'on intègre, qu'on fait communiquer entre eux. Et on développe notamment un logiciel de gestion des absences qui aujourd'hui est une des activités dans lesquelles probablement on a le plus fort, je pense la principale notoriété. Donc voilà, donc c'est un patchwork de différents services, et puis les entreprises, donc B2B, en fonction de leur taille, en fonction de leurs besoins, elles font du picking, elles viennent choisir chez nous un ou plusieurs services, et puis elles placent un peu le curseur de l'externalisation. Soit elles veulent une externalisation très complète, soit faiblement complète, puis en fonction de ça, on adapte le service. Okay. Et donc là, vous créez Loico, vous êtes combien comme fondateur? On est une poignée au début, 4-5. On commence dans un jardin, on a une photo assez mythique de notre première journée de travail. Et puis assez rapidement, avec un business plan assez ambitieux. On doit commencer avec un capital, parce qu'on sait qu'on ne va pas gagner d'argent les premiers mois, donc on constitue une SA avec un capital de 2 millions. On met toutes nos économies, on fait même appel à certaines personnes qui nous font des prêts, donc on part avec une dette, mais aussi avec l'ambition de monter un projet important. Alors, il était finalement plus important que ce qu'on avait imaginé, mais c'est vrai que le premier business plan, il prévoyait qu'on soit maximum une 30aine de personnes. Pourquoi ? Parce qu'on a plusieurs métiers, et puis du coup on a besoin de spécialistes, et c'est pour ça que c'est assez gourmand en personnel. Donc on avait besoin d'équipes, et c'est pour ça qu'on a commencé en juillet, et puis en septembre il y a déjà 11 personnes qui nous rejoignaient, et puis encore une vingtaine en janvier, parce que c'était ce qu'on avait prévu. Si on voulait respecter notre business plan, il y avait des investissements à faire, et c'est pour ça qu'on avait besoin de ce capital initial pour pouvoir le grignoter dans une perspective évidemment de pouvoir après développer nos services. Ok. Et ces 2 millions, ils sont difficiles à trouver ? Non, ça serait mentir de dire que ça a été difficile, parce qu'en fait on avait des gens qui nous ont fait confiance. On avait développé grâce au travail qu'on avait fait chez Unirisk, certains anciens clients, certains proches, et ça a été relativement facile d'obtenir cet argent, et qu'on a pu rembourser. Donc aujourd'hui on n'a plus de dette, donc ça c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas souvent compte, mais entre les prêts qui ont été faits et puis la perte reportée, puisque les premières années on
perd de l'argent. Il nous a fallu 4 ans pour être profitable. Puis une fois qu'on est profitable, il faut encore compenser cette perte reportée avant de pouvoir disposer plus sereinement de ce capital. Et ça, c'est un processus qui était probablement un peu plus long que ce qu'on avait imaginé. En tout cas, ce que j'avais imaginé. C'est pas moi le pro des chiffres. Moi, mon terrain de jeu, c'était évidemment plus le marketing. Mais c'est vrai qu'on se rend peut-être pas forcément compte de ses besoins, mais aujourd'hui, c'est clair que sans ces personnes qui nous ont aidés, ça aurait été difficile. Okay. Parce qu'il y aurait aussi la possibilité de commencer, je sais pas, tu as dit une poignée 4-5. Ouais. Tu peux aussi commencer avec ces 4-5-là, externaliser, tu vas passer par des sous-traitants au début et puis avoir une croissance un peu plus organique. Ouais. Mais c'était pas votre chemin, quoi. Ouais. De nouveau, comme c'est une société de service où tu crées des relations je dirais de proximité avec tes clients sur du long terme, l'externalisation, c'était pas forcément une option. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'intégrer les gens chez nous. Et je crois que ça, c'est quelque chose. Est-ce qu'on referait différemment aujourd'hui, compte tenu de l'évolution technologique? Probablement qu'on ferait un peu différemment. Mais en tout cas, c'est ce qui faisait du sens à ce moment-là, dans l'optique qui était celle qu'on avait, nous, en termes de développement. Et Loico, je crois que c'est une des toutes premières entreprises à être certifiée B Corp. Vous avez beaucoup pris la parole, et tant mieux, sur les enjeux de l'oicocratie, de faire les choses différemment. Ça, tu peux nous en dire un petit peu plus? C'était une volonté de base, ça s'est fait en forgeant, c'est quoi? Ouais. En fait, quand on s'est mis autour de la table au début, en créant Loico avec mes associés, je crois que le maître mot, suite à l'expérience qu'on venait de vivre en quittant notre ancien employeur qui nous a collé un procès aux fesses, c'était de se dire qu'on voulait ne pas pouvoir répéter un exercice comme celui-ci. On voulait donc une structure qui soit le plus saine possible. On ne voulait pas que, parce que quelqu'un avait mis de l'argent sur la table, puisse nous pousser à prendre des décisions qui ne sont pas les bonnes pour l'organisation. Et donc, voilà, je dirais, en se basant simplement sur notre bon sens, on voulait une organisation qui nous ressemble. Et ça, je pense que c'est c'est le plus important. On voulait une boîte qui nous ressemble, donc pas d'horaire de travail, plus de dress code, alors que dans notre domaine, notamment le courtage en assurance, c'était costard-cravate. Donc pas de dress code, aujourd'hui ça fait rigoler, mais à l'époque c'était pas le cas. Pas de lieu de travail fixe, donc déjà du télétravail, mais on est en 2013, c'est assez peu développé. Et puis une flexibilité aussi dans les taux de travail, c'est-à-dire que tu puisses faire varier ton taux en fonction de la période, si tu le souhaites. Et ça, cette liberté, ça c'est quelque chose qu'on a inscrit, et on s'est dit, nous en tant qu'actionnaires, fondateurs, c'est important qu'on développe cette culture. Enfin, finalement, avant tout, Loico, je pense qu'un des plus gros assets de Loico, c'est cette culture. C'est comme ça qu'on a commencé, avec un certain nombre... on avait une hiérarchie au début, en gros, un comité de direction et le reste, qu'on n'a plus, mais ça, peut-être on y reviendra. Et puis l'envie de se prononcer sur des aspects... d'assumer la responsabilité d'une entreprise sur différents aspects. On parle du développement durable. Souvent, le développement durable, c'est associé qu'à l'écologie. Il y a trois piliers, économique, social et écologique. Au début, on a beaucoup travaillé sur l'aspect économique et social, en essayant de faire un maximum d'intégration. Et puis assez rapidement, on a travaillé sur la question de la gouvernance, dont on ne parle pas assez, qui est le quatrième pilier. Donc je pourrais en parler des heures, parce que c'est un sujet qui me passionne particulièrement. Et c'est pour ça qu'on a développé beaucoup cette question de la gouvernance partagée, qui aujourd'hui fait beaucoup de sens et qui est le maître mot dans l'organisation de Loico. Mais à cette époque-là, en 2013-2014, quand tu dis ça aux gens, que ce soit vos clients ou vos employés, ils réagissent comment? Bon, alors, il y en a qui... Les clients déjà? Ouais, alors les clients, écoute, on a tout. Il y a des gens qui sont très sensibles à ça. Et puis, et ça, si tu reviens sur les Golden Cycle de Simon Sinek, sur le why, en fait, ça nous a beaucoup inspiré le Golden Cycle de Simon Sinek, et c'est pour ça qu'on a décidé qu'on allait expliquer le pourquoi de notre entreprise, le pourquoi pour être un partenaire de confiance, et ça, je crois que ça a résonné, et en fait naturellement les entreprises qui se sentaient en lien avec cette vision sont venues plus naturellement chez nous. Donc ça, on en a forcément profité, et ça, j'avais complètement sous-estimé. C'est un truc de fou. Parce que vous l'avez fait pour vous? On l'a fait pour nous. C'était important qu'on explique comment on voyait le business, quoi. Le business
business, a un impact, a un levier de transformatif aussi pour la société. Et ça, c'est un peu ce que défend d'ailleurs Bicorp. Et ça, on l'a défendu dès le début, mais parce que ça nous parlait. Puis en fait, naturellement, des organisations qui ce message faisait écho sont venues en disant on préfère travailler avec vous. Et ça, c'était une grosse partie de l'attraction qu'on a eue et probablement qui a contribué à cette progression. Mais à l'inverse, il y a d'autres clients qui s'en foutaient complètement. C'est juste qu'on avait eu l'occasion pour certains de travailler avec eux dans le passé et puis il y a une question d'efficacité. Okay. Et pour ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est un des TED Talks, je crois, le plus regardé dans le monde. Si vous tapez Simon Sinek, S-I-N-O-K, Golden Circle, allez-y, ça dure 20 minutes. Moi, j'adore aussi. Donc, c'est génial. Donc, les clients, il y en a qui adhèrent, il y en a qui s'en foutent, mais en tout cas, ça ne péjore pas. Il n'y en a pas qui ne signent pas avec vous parce que... Probablement, mais ils ne sont pas venus nous le dire. Donc, on est bon. Et du côté des employés, des gens que vous onboardez, tous ces spécialistes qui vous rejoignent, c'est important, c'est pas important? Évidemment que les premières personnes qui nous rejoignent, déjà, c'est les gens qui nous font confiance, parce que c'est un projet. Sur la table, il n'y a pas grand-chose si ce n'est nous. Donc, c'est les gens qui nous font confiance, à qui le discours... pour qui le discours résonne aussi. D'ailleurs, pour la plupart, toutes ces personnes qui nous ont rejoints dès le début font partie des actionnaires aujourd'hui de Leuco. Non, on a eu un socle assez fort, mais c'est aussi des gens qu'on avait choisis au début. Les premiers recrutements, c'est des gens qu'on est allé chercher parce qu'on savait qu'il y avait un alignement et c'est beaucoup plus facile. Mais globalement, aujourd'hui, on a plutôt plus de gens qui veulent venir travailler chez nous que de gens qui veulent partir. C'est vrai qu'on a un joli taux de rétention parce que les gens se sentent alignés. Puis j'ai envie de dire que les gens qui ne sont pas très intéressés par notre modèle, ils peuvent aussi très bien travailler chez nous, parce que finalement, tu bosses pour ce pourquoi tu as été engagé. Libre à toi de ne pas t'engager plus, mais c'est clair que globalement, chez nous, le niveau moyen d'implication, il est, je pense, plus élevé que dans d'autres types d'entreprises. Ok. Et ça, du coup, faut changer un peu le contrat de travail standard quand tu engages les gens avec cette manière de faire à la Leuco? Non, il faut comprendre que les 6 premières années, on fonctionnait sur un modèle classique, cahier des charges, direction, et puis des horaires à faire en tout cas. Ouais, des horaires. Alors ça, on a toujours été souple dès le début. On a montré un maximum de flexibilité. On n'a pas fait tout juste. Je te donne un petit exemple. Voilà, on promouvait, on faisait la promotion du travail à distance. On disait, travaillez où vous voulez, quand vous voulez. Mais en fait, l'infrastructure technique, elle ne suivait pas. C'est-à-dire que quand les gens n'étaient pas au bureau, le téléphone, il restait au bureau. Et c'est-à-dire que le membre de l'équipe qui restait au bureau, il se retrouvait à répondre au téléphone de tout le monde. Parce que la digitalisation des téléphones n'était pas aussi forte qu'aujourd'hui. Et ça, on a dû se dire, ok, maintenant, si on veut vraiment prôner un système comme celui-ci, il faut qu'on fasse des investissements nécessaires à IT pour qu'on soit en lien avec ce qu'on promeut. Et voilà, ça c'est un exemple très simple. Mais globalement, on avait des contrats de travail classiques, et puis c'est en 2018 qu'on décide de faire un pivot auprès, et de développer notre propre modèle de gouvernance, la leucocratie, qui est inspiré de l'holacratie, tu l'as évoqué. On a suivi les formations en holacratie, puis en fait on est sorti de là en se disant c'est un peu trop rigide pour nous. Et du coup on a tiré ce qu'on trouvait intéressant, on a développé notre propre modèle, qu'on a développé d'abord au sein de le comité de direction, qu'on a étendu aux personnes qui allaient porter des rôles importants dans un premier lieu. Ensuite on a même fait un événement public dans le monde de RH où on s'est dit voilà notre modèle, qu'est-ce que vous en pensez, qu'on se fasse challenger. Donc ça a été par étapes tout ça. Et aujourd'hui, tu le décris comment? Tu la décrirais comment, cette leucocratie? Le terme technique, c'est ce qu'on appelle un modèle d'autorité distribuée. C'est que concrètement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que les autorités que tu peux avoir dans un modèle pyramidal où un manager, il va avoir différentes autorités, des autorités sur les finances, des autorités sur les RH, des autorités sur le métier. Et ça, on va les distribuer à d'autres personnes. Donc, c'est une distribution de la capacité à prendre des décisions. Mais je précise, parce que dans le conscient collectif, quand on nous parle, on dit ça, les gens nous disent « Ah, mais chez vous, tout le monde prend toutes les décisions. » Alors, c'est surtout pas le cas, sinon c'est l'enfer, quoi. Les autorités sont clairement définies. Ça demande en fait une structure un peu plus rigide. Établie, en tout cas. Établie, formalisée. Ouais. Mais
c'est pas les mêmes personnes qui peuvent prendre différents types de décisions, sinon tu crées des petits chefs, quoi. Et c'est tout ce qu'on voulait pas. Ça change quoi? Bah, ça change déjà que ça laisse l'opportunité à des gens qui ont été engagés pour être comptables, par exemple, de pouvoir porter des rôles différents. Donc, c'est l'opportunité de développer de nouvelles compétences ou d'en renforcer. Donc ça permet de changer son quotidien. Et je pense qu'aujourd'hui, ça correspond je pense, à la complexité des entreprises. C'est difficile dans un modèle pyramidal, quand on est sur un nœud, de dire bah, ça, c'est moi. Aujourd'hui, ça ne représente probablement pas la réalité parce que la complexité justement des métiers fait que tu fais souvent plusieurs choses. Et puis, aujourd'hui, je pense que ça répond à une forme de quête de sens. On a des gens qui ont envie de se rendre aussi plus important, enfin pas plus important, mais de diversifier leur cahier des charges, aussi de se responsabiliser. Le modèle qu'on a mis en place, c'est un modèle qui est extrêmement responsabilisant. Il est fortement basé sur la confiance par défaut. Hein. Et puis, du coup, ça veut dire aussi que c'est gratifiant. Et alors, c'est aussi un effet de bord qu'on a pu observer, c'est que quand tu donnes ta confiance à quelqu'un, c'est un outil extrêmement puissant. Okay. Mais c'est aussi un risque, puisqu'on a observé des gens qui, parce qu'on leur avait fait confiance, se sont impliqués jusqu'à s'oublier un peu, donc jusqu'à se brûler les ailes. Et ça, malheureusement, on a eu plusieurs maladies chez nous, et du coup, on a dû mettre en place des garde-fous, parce que par notre modèle qui promeut aussi le travail à distance dans certains cas, c'est moins facile d'identifier ces risques, risque de maladie, risque de se brûler les ailes. Et donc voilà, c'est notamment une des erreurs, mais je dirais c'est le dark side de notre modèle, c'est qu'il fallait qu'on fasse attention. Donner sa confiance, c'est beau, maintenant il faut le faire de manière intelligente. Quand tu dis donner sa confiance comme ça, je vois, enfin, il y a un rituel autour de ça. Je vois presque quand on nous remet le fusil à l'armée, là, tu vois. Vous l'avez ritualisé ou ça se matérialise comment? Bon, c'est une prise de rôle. En fait, à partir du moment où tu fais une prise de rôle, tu vas avoir un accompagnement dans ce rôle. Et puis avec un rôle, vient des responsabilités. Puis ces responsabilités, tu peux les exercer au quotidien. Et donc, c'est vrai que tu augmentes potentiellement ta capacité à prendre des décisions qui peuvent être impactantes pour l'entreprise. Ce qui est un moteur de motivation pour certains, puis d'autres qui ne sont pas très intéressés. On a des gens chez nous qui ont peu de rôles, qui n'ont que des rôles qui concernent leur métier. Et puis tant mieux. Et puis d'autres qui, au contraire, ont cumulé beaucoup de rôles, voire même à changer complètement de voie. Hein. C'est-à-dire que le rôle pour lequel ils ont été engagés, finalement, ils l'ont lâché pour ne faire plus que de l'accompagnement sur un de nouveaux métiers parce qu'ils ont eu l'opportunité de développer des compétences. Ça ralentit le business, tout ça? Alors, tout l'objectif, c'était justement que ça ne le soit pas. C'est-à-dire que tu ramènes les décisions, tu ramènes la capacité de prendre des décisions au sein des équipes. C'est-à-dire que l'équipe, elle ne doit pas escalader. Chaque fois qu'elle a une décision à prendre, elle n'est pas obligée de remonter un processus décisionnel. Et c'était d'ailleurs comme ça qu'on est arrivé. C'est qu'on a fait le pivot quand une fois en comité de direction, on s'est retrouvé avec toutes les problématiques qui avaient été évoquées par les équipes. Et puis on s'est dit, mais en fait, ce n'est pas à nous de prendre des décisions. Nous, un peu dans notre tour d'ivoire, comité de direction, en quoi est-ce qu'on est mieux placé que la personne qui est au front devant le client pour prendre une bonne décision. Donc, ramenons les décisions au sein des équipes. Par contre, mettons en place le soutien nécessaire pour s'assurer que les personnes aient la confiance nécessaire pour le prendre, et s'ils ont besoin de consultation aussi, qu'ils puissent le faire. Mais avant tout, c'est ça qu'on a ramené. Donc, 99,9% des décisions, elles sont prises par les équipes. Après, il y a des mécanismes qui permettent de faire aussi que stratégiquement, il y a un alignement qui est fait. Et je pense que le modèle qu'on a mis en place, il permet de s'assurer que chacune des équipes, elle est considérée dans sa stratégie. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et par rapport à ces stratégies, elles ont aussi des objectifs cash, enfin business, tu vois, de rentabilité, de chiffre d'affaires. Oui, avec, attention, on a un objectif de développement global pour l'OICO, et puis après, il y a de la contribution. On n'a pas d'objectif personnel chez l'OICO. Okay, donc, ça, c'est quelque chose d'important. Pourquoi ? Parce qu'on a toujours trouvé que, en fait,
à partir du moment où tu as des objectifs personnels, ça pouvait aller à l'encontre de l'atteinte des objectifs d'équipe. Okay, typiquement, si j'ai un client, que je vois que je peux le développer, dans quelle mesure est-ce que j'ai vraiment envie de le partager avec mon autre business line qui pourrait développer? Ça va peut-être réduire le chiffre d'affaires que moi je suis potentiellement faire. Donc finalement, ça va amener des comportements qu'on estime être pas sains pour le collectif. Et de nouveau, je pense qu'on joue le collectif depuis le début. On sait aussi qu'on a des activités qui sont moins rentables que d'autres, mais qui, dans l'optique d'un service global, sont extrêmement importantes. Et c'est pour ça aussi que si tu as une comptabilité analytique, exposer les chiffres de rentabilité des équipes, c'est dangereux. Parce que tu pourrais avoir une vision qui est un peu biaisée de se dire « Ouh là, cette équipe, elle est moins rentable », alors qu'en fait, elle a un rôle important à jouer notamment dans l'écosystème. Et ça, de nouveau, c'est une question de communication. Il faut qu'on soit au clair sur ce genre de choses. Et justement, par rapport à cette clarté, cette transparence peut-être des chiffres, comment ça se passe? Ouais, alors ça, c'est hyper important. Je pense que c'est un des éléments qui est clé, c'est qu'à partir du moment où tu laisses l'opportunité aux gens de prendre le pouvoir, pour pouvoir, il faut savoir. Et donc, pour savoir, il faut avoir de la visibilité sur ce qui se passe. Et donc, la transparence, c'est quelque chose qu'on a mis en place dès le jour 1. Transparence sur les chiffres, pour que les gens soient conscients de combien on gagne, combien on dépense, où est-ce qu'on est rentable, où est-ce qu'on ne l'est pas. Et ça, je pense que ça a beaucoup aidé. On a eu d'ailleurs une anecdote folle, si je peux prendre une minute pour l'expliquer. On a une équipe, on a une entreprise qui veut nous rejoindre. Et puis, en tant que client, en tant que client, okay. Ouais, en tant que client. Et puis, c'est une boîte avec laquelle on a eu l'occasion de travailler dans le passé. Puis on s'est dit, ça serait chouette de l'accueillir. Et puis, en fait, quand cette boîte exprime le fait qu'elle va peut-être quitter pour nous rejoindre, son prestataire actuel, son prestataire de l'époque, lui dit, non mais moi, si vous faites ça, je coupe vos services. Donc pas très fair, hein, évidemment. Mais ce qui veut dire que du coup, ce potentiel client nous a dit, mais moi, ça ne renforce mon sentiment mon envie de me casser, envie de me casser, puis de travailler avec vous. Là, on réunit l'équipe qui devait s'occuper de l'intégration, et c'est vrai que c'était une grosse intégration. Donc on réunit l'équipe, on dit qu'est-ce qu'on fait? On y va, on n'y va pas. L'équipe se dit, ah, c'est chouette, pour Loico c'est aussi important, c'est un joli client. Et du coup, on monte. L'équipe se mobilise et puis a réussi à faire l'implémentation en un mois, quelque chose qui d'habitude se fait en 3 mois. Alors, je ne sais plus si c'est les chiffres exacts, mais enfin, c'est dans cet ordre-là. Pour qu'il n'y ait pas de rupture de leur côté. Exactement. Quoi. Et puis là, le client, avait mis une espèce de success fee. Il a dit, comme vous avez réussi, on se retrouve avec un capital à disposition. Et puis, ce capital, je crois que c'était 20 000 francs. Il y avait un success fee de 20 000 francs. Puis on s'est retrouvé avec ce bonus, finalement, de 20 000 francs. Et chez Loico, il n'y a pas de bonus. Du coup, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ce bonus? On était dans cette phase où on était encore largement déficitaire. Et puis on a dit, ce qu'on s'est dit, c'est que, premier réflexe, c'est de se dire, on va distribuer cet argent aux gens qui ont fait l'effort. Mais en fait, la difficulté, c'est qu'il y a des gens qui ont donné beaucoup de temps, d'autres qui ont donné un peu moins de temps. Donc, on a commencé à faire l'épicier. Ok, toi, je te donne 50 balles, toi, je te donne 1000. Ça allait être, l'expérience allait être forcément mauvaise. On a réuni l'équipe et on a dit, écoutez, c'est vite vu, on vous donne ce capital, vous décidez ce que vous faites de ce montant, mais il doit profiter à l'ensemble de l'organisation. Et puis là, donc nous, on n'était pas dans la discussion, ils sont revenus vers nous, puis on dit, écoutez, on a décidé que cet argent, on allait mettre dans les caisses de Loico, parce que comme on est déficitaire, ça va améliorer notre résultat. Puis là, on leur a dit, écoutez, de toute façon, ça ne va pas vraiment changer le résultat. Donc, non, il faut que ça soit quelque chose qui soit plus symbolique. Et là, ils ont pris une décision que si nous, comité de direction à l'époque, avions décidé de prendre, on serait passé pour des salopards, parce qu'ils sont venus vers nous en disant, en fait, pour mieux travailler, on aimerait bien avoir tous un deuxième écran. Donc, on aimerait que ce capital serve pour acheter un deuxième écran à tous les collaborateurs. Donc, tu vois, juste parce que l'équipe, elle était consciente de la situation économique, elle était aussi engagée, elle prend une décision qui est celle de s'offrir un moyen d'être plus performant. Ça, c'est un truc, franchement, je suis tombé sur le cul et je trouve que c'est assez symbolique de comment ça se passe chez vous. Ça se passe chez nous. Pas de bonus? Pas de bonus. Que des salaires fixes? Tout le monde a des salaires fixes ou Ouais, alors ça change dernièrement puisque en fait on est profitable. Aujourd'hui, on favorise avant tout la prise de capital chez nous. Hein. On cherche à avoir un maximum d'actionnaires, sachant que chez nous, il y a
pas vraiment de méritocratie, puisque le seul indicateur de ta performance est ton salaire, selon des critères qui sont définis. Et puis, pour avoir plus d'autorité, finalement, c'est une question de rôle. Puis les rôles, il n'y a pas de mercato sur les rôles avec des valeurs. C'est pas parce que je te donne 2 rôles que tu vas avoir 500 balles de plus par mois. Donc, finalement, être actionnaire, ça t'apporte pas grand-chose de plus parce que tu vas participer aux décisions qui sont peut-être certes un peu plus stratégiques, mais c'est 1%, voire 1 millième des décisions qui sont prises au quotidien chez Loico. Donc c'est plutôt une question de valeur. Et c'est pour ça qu'aussi on fait en sorte maintenant que le retour sur investissement, le return on equity, soit assez intéressant pour les personnes qui sont actionnaires chez nous. Du coup, j'ai oublié ta question. Non, c'était sur le modèle de rémunération. Ouais, le modèle de rémunération, oui. Donc, en fait, pas de bonus, maintenant, ce qui se passe, c'est que sur le bénéfice qui est fait, il y a une règle d'un tiers, un tiers, un tiers. C'est un tiers de réinvestissement, un tiers de bonus, et ça, c'est un peu nouveau, et puis un tiers... donc, pour les employés, pour les salariés. Pour les salariés, et un tiers pour les actionnaires. Mais là, de nouveau, comme on veut pousser les gens à devenir actionnaires, c'est cette règle qu'on avait définie, qui était formalisée à peu près nulle part, elle tend à changer. C'est-à-dire qu'on va favoriser plutôt les actionnaires en poussant les gens à devenir actionnaires, puisque tout le monde peut devenir actionnaire chez nous à partir du moment où tu as fini ta période d'essai. D'accord. On voit bien les valeurs, je dirais, qui vous animent, et c'est aussi des valeurs qui t'animent en dehors, parce que quand je t'ai présenté, je parlais de serial entrepreneur et militant, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas avec ça. Bicorp, après, la Chambre, Chambre de l'économie sociale et solidaire. Tout ça, c'est pourquoi ça vient nourrir ta propre curiosité personnelle. Tu dis, bon voilà, il y a mon engagement capitalistique avec Loico, même si c'est un engagement capitalistique qui n'est pas le même que beaucoup d'autres. Et pourquoi tout ça? Ouais, c'est une bonne question. Qu'est-ce que tu cherches en faisant ça? Ouais, je ne sais pas si je me suis déjà posé cette question. Je pense que c'est un peu notre rôle. Moi, je pense que l'entreprise, et donc l'entrepreneur, il a un rôle dans cette société, puisque avec une entreprise, on a un levier d'impact qui est assez important. Et je pense que ce rôle, j'ai envie qu'on continue à le maximiser. Et donc, tous ces engagements, ils sont alignés sur le fait de faire bouger les choses, en étant conscient des limites planétaires qui sont les nôtres. Et ça, je pense que ça nous a toujours animé. D'abord sur des questions, plus des questions de gouvernance. La Chambre d'économie sociale et solidaire, là aussi, l'idée, c'est de se dire comment est-ce qu'on favorise des cycles courts, comment est-ce qu'on favorise une économie responsable. Tout ça, c'est des choses qui forcément m'intéressent. Et j'ai l'impression que... Enfin non, en fait, probablement que la réponse à ta question, c'est que je m'implique dans ces projets parce que ça me permet d'avoir un impact. Et aujourd'hui, c'est ce qui m'anime le plus, c'est de pouvoir avoir un impact sur mes différentes actions. Ok. Et j'aimerais t'entendre aussi sur le fait, typiquement, Gourou, qui est donc une agence marketing. De mémoire, c'est un besoin que Loico a à l'interne, de faire du marketing pour Loico. Vous montez des équipes et ensuite vous proposez à vos clients. C'est particulier, non ? Si tu veux, la logique entrepreneuriale, elle est relativement simple. C'est que tu as un centre de coûts que tu transformes en centre de revenus. C'est-à-dire que j'ai fait le choix dès le début d'internaliser le marketing chez Loico. Pourquoi ? Déjà parce que c'est une activité qui m'anime. Et puis, j'avais envie de pouvoir faire des choix plus éclairés. Je ne suis pas sûr que ce soit le bon terme, mais de pouvoir choisir les gens avec lesquels j'allais travailler, tous les gens avec lesquels j'allais travailler, ce qui n'est pas forcément le cas lorsque tu travailles avec une agence externe. Et puis, ça permettait aussi de travailler en mode test and learn, que je trouve plus évident si c'est une équipe interne, quoi. Donc, on a développé le marketing pour Loico, puis assez rapidement, il y a des entreprises qui nous ont dit « Ah, mais c'est qui votre agence ? On aime bien ce que vous faites. » Et puis, du coup, on a créé une marque, parce qu'on voulait éviter la confusion. Loico étant plus sur les métiers administratifs, il fallait une marque pour porter la partie marketing. Mais finalement, ce pivot, on l'a fait dans passablement d'autres métiers chez Loico. Lesquels ? Toutes les activités qu'on a développées chez nous particulièrement, je pense tout ce qui est
gouvernance. Donc aujourd'hui, notre équipe gouvernance qui travaille sur l'évolution de notre modèle, elle offre aussi du conseil à l'externe. Donc on accompagne les organisations sur le changement de leur modèle de gouvernance dans l'optique, et ça c'est important, chaque fois qu'on est exposé à un autre modèle de gouvernance, ça nous permet de remettre en question le nôtre. Et donc cette optique de test and learn, en tout cas d'auto-apprentissage, il est clé. Donc on l'a fait pour l'accompagnement en gouvernance. Avec Loico ou avec une autre marque? Non, avec Loico. Ouais. En fait, chez Loico, on a quelques services qu'on a réunis sous le terme de futur des organisations, dans lesquels tu as l'accompagnement à la gouvernance, tu as l'accompagnement sur ce qu'on appelle l'accompagnement développement durable, toutes les questions de développement durable, d'impact que tu peux avoir. Là, on est une équipe aussi, de nouveau basée sur l'expérience qu'on a chez nous. Et sache qu'on est clair avec les gens qu'on accompagne, c'est qu'on se base sur notre expérience, notre réseau, on travaille sur des projets, mais c'est aussi dans l'optique de nous améliorer nous, et je pense que ça résonne aussi parce qu'on a essuyé des plâtres, on est probablement un peu plus conscient que certains autres. Quand tu l'as fait pour toi, ouais, en exactement. général. Il y a quand même beaucoup de consultants qui finalement on peut travailler sur des changements de gouvernance ou mettre en place des projets à impact. Et puis, après, on a une équipe aussi risk management qui travaille particulièrement en interne, mais aussi en externe. Et le fait d'avoir comme ça deux marques, il y a Loico, il y a Guru, il y en a d'autres? Non, on essaye de pas multiplier les marques parce qu'en fait, derrière chaque marque, il y a une communauté, il y a une communication. Aujourd'hui, on voit comme c'est difficile de fédérer, notamment sur les réseaux. On essaye de ne pas multiplier ces marques. On a créé des marques, on a ensuite absorbé. C'est clair qu'on est assez conscient que le développement, l'innovation, elle passe aussi par le développement de plus petites structures. On l'a fait à 2 reprises. On a développé une structure avec un service, avec une équipe. Et puis, une fois que le test est passé, on les a absorbés. Une espèce de acquire, comme on dit. Finalement, c'est les gens que tu reprends. Et ça marche plutôt bien. Vous êtes dans une démarche continue comme ça de créer, d'innover des nouveaux services, un peu de les spin-offer, ensuite de les reprendre. C'est quelque chose qui est structuré chez vous? C'est quelque chose qui est opportuniste? Alors, on a essayé de structurer une démarche d'innovation en ce sens. Elle est formalisée, franchement, on ne la suit pas vraiment. On fonctionne plus par opportunité. Se pose quand même la question aujourd'hui, c'est quoi la suite? Là, on travaille évidemment sur l'évolution de nos services, l'IA étant fondamentalement transformative, surtout dans nos métiers, les métiers administratifs. Et du coup, ça, on travaille en interne. Alors, c'est pas en interne, mais beaucoup aidé d'entreprises externes aussi. Beaucoup de test and learn. Et ça, c'est hyper important, peut-être. Un petit retour d'expérience. On a lancé un projet il y a quelques années qui a pas fonctionné. Et c'était quoi? Ouais, on avait créé une autre marque qui avait pour objectif de développer un responsable RH virtuel, pour à destination plutôt des PME qui n'ont pas les moyens de s'offrir un DRH. Et qui était là pour accompagner l'accueil d'un collaborateur, s'assurer que l'ensemble des démarches administratives sont correctement suivies. Et puis, on a monté ce service sur un modèle freemium. Et puis ça a commencé à se développer, mais assez rapidement, en fait, le service qu'on développait, il convergeait vers celui qu'on offre chez Loico. Donc, on s'est retrouvé un moment à maintenir 2 systèmes. Puis on a dit, bon, ça sert à rien, en fait, absorbons-le. On a fait aussi probablement quelques erreurs de choix technologiques, peut-être aussi des choix d'équipe, même si on a vraiment fait ça en externe. On crée une autre société, on ne voulait pas qu'on soit biaisé par notre manière de vivre le business. Il fallait être en mode start-up, en mode beaucoup bricolage, plus agile. Ouais. Exactement. Ouais. Et ça, c'était important, mais je pense que de nouveau, on n'a pas fait tout juste. Mais ça nous a aussi permis de voir que le mode premium en Suisse, c'est très compliqué. Freemium, pardon. Pourquoi? Parce qu'il faut un énorme marché. Avec une conversion à 2-3%, tu vois le nombre de clients que tu dois avoir avant de pouvoir convertir. On a vu aussi qu'en Suisse, quand tu proposes un produit freemium, en B2B en tout cas, il y a vraiment une appréhension. C'est-à-dire que le fait que ça soit gratuit, ça péjore la... Si c'est gratuit, je suis le produit. Exactement. Et donc ça, les gens, ils n'en veulent pas. Ils n'en veulent pas trop. Et
Et l'autre chose, c'est qu'on avait imaginé un modèle très SaaS, Software as a Service, donc en mode autonome, self-service. Puis on voit qu'en B2B, il y a quand même un gros besoin d'accompagnement. Donc assez rapidement, on a eu besoin d'ajouter du service. Puis le service, ça demande des ressources. Et c'est là que dans le business model, probablement qu'il y avait aussi quelques erreurs. Donc si on devait refaire les choses, on était probablement un peu trop tôt. Aujourd'hui, ça serait beaucoup plus faisable. Mais ça nous a tiré ça nous a permis de tirer un certain nombre d'apprentissages, notamment sur la culture de l'innovation. Et ça, je pense qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que, les gars, on lance un projet, ça peut capoter, quoi. Et il y a le livre Invincible Company, qui est le dernier livre de Storvalder et Pigneur. Moi, je les adore, les livres, les Business Model You, Business Model, Value Proposition Canva, que vous connaissez bien chez Genilem. Le dernier, il a notamment le chapitre 5 ou 6 qui est sur la culture de l'innovation. Et quand on l'a lu avec mes associés, on a dit là, on a pris une bonne claque en disant en fait, l'erreur qu'on a faite, c'est qu'on n'a pas assez communiqué sur le portefeuille d'innovation, c'est-à-dire les projets qu'on va mener. Et on doit formaliser le fait qu'il y a des projets qui sont menés et que potentiellement, il y en a qui vont foirer. Et c'est con, mais quand tu changes ton narratif, ça change toute la perception. Parce que là, il y a des gens qui nous disent « Ah, les gars, vous nous avez embarqués dans ce projet, on y a cru, on a investi, et puis finalement, ça a été un échec. » Et si on n'avait pas préparé ces discussions à la fin, un échec, c'est un demi-échec, en fait. Mais, un échec commercial peut-être, mais beaucoup voilà. D'apprentissage, mais ouais. D'accord. Et ça, vous avez envie de le refaire? Ou vous êtes en train de le refaire? Oui, je crois que, envie, s'il y a l'opportunité de le faire, on le fera. Je pense qu'aujourd'hui, on a aussi cette capacité à accueillir des gens, donc être un incubateur. Donc, s'il y a des entrepreneurs qui ont envie de monter un business administratif, je pense qu'on va mettre à disposition l'ensemble de notre infrastructure, potentiellement aider au financement, dans l'optique de développer. Et ça, on l'a fait avec une autre société qui s'appelle BenefitMe. Ils font quoi? BenefitMe propose de la gestion des employee benefits, c'est tout ce qui est les avantages pour les employés. Les avantages collaborateurs, exactement. Ça permet de faire le marketing de ce que offre le collaborateur, ce que offre l'employeur à ses collaborateurs. Et puis, un certain nombre de services associés hyper intéressants qui permettent de valoriser. À terme, l'idée, c'est de pouvoir flexibiliser tes avantages en tant qu'employeur. C'est de se dire que pour les plus jeunes générations, peut-être qu'ils veulent un peu plus de salaire, un peu moins de vacances. En fait, tu peux jouer avec un système qui te permet de diminuer le nombre de vacances ou à l'inverse, augmenter ton taux d'activité. Dernière chose aussi, tu peux, ça fonctionne déjà assez bien, simuler, si demain je prends un 70% au lieu d'un 80 ou un 90 au lieu d'un 80, quel est l'impact fiscal, quel est l'impact sur ma rémunération. Tout ça, c'est des choses qui sont intégrées dans cette gestion, la flexibilisation des bénéfices. Okay. Et ce modèle-là, c'est quelque chose que vous aviez vu à l'étranger, que vous avez amené ici, ou c'est quelque chose que vous avez inventé à la Suisse? Bon, on n'est pas les premiers à l'avoir fait. Tu vois, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui le font, mais je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des porteurs de projets. On ne peut pas porter tous les projets. Je pense que ça, c'est important de trouver les bonnes personnes pour porter ces projets, puis ensuite d'accompagner ce développement en restant finalement le moins intrusif possible. Et ça, je pense que c'est important. Donc voilà, message. S'il y a des... Et on les trouve en Suisse ou pas? Ouais, je pense qu'en Suisse, on trouve à peu près tout. Maintenant, est-ce qu'en Suisse, on est dans une situation trop confortable pour vraiment prendre des risques? Est-ce que je suis des fois un peu critique quant à notre réelle capacité à prendre des risques parce qu'on est dans un marché qui est assez confortable, qui est assez protégé, qui est en train de s'ouvrir un petit peu. On verra un peu comment ça va évoluer, mais globalement, il y a des perles partout. Okay. Et ce mindset d'entrepreneur, pour toi, il manque ici? Capacité de prendre des risques? Non, enfin, je crois pas, parce que moi, je suis heureux de voir, et je fais partie des comités de sélection de projets chez Genilem régulièrement en tant que parrain. Je suis hyper content de voir ce qui se passe. Il y a une belle énergie et je trouve qu'aujourd'hui, cette énergie, elle me fait plaisir. Est-ce qu'elle est représentative de notre... Déjà, j'ai la peine à la comparer avec nos pays voisins ou d'autres. Je suis pas sûr que je suis la bonne personne pour qualifier. En tout cas, je suis content de voir qu'il y a des gens qui ont encore cette énergie et c'est hyper important. Je rappelle que notre
tissu économique suisse, il dépend beaucoup de ces petites et moyennes entreprises dans lesquelles d'ailleurs la grande majorité des gens travaillent. Et notre capacité d'innovation, elle dépend de ces petites structures. Donc, faut y aller, quoi. Et pour toi, parce que tu es au quotidien avec ces gens-là, avec ces chefs d'entreprise qui font appel aux différents services de Loico, tu la vois, cette innovation, cette envie d'entreprendre dans ces TPE, dans ces PME, ou pour toi, l'innovation en Suisse, elle est exclusivement, enfin, tu as fait le PFL, elle est exclusivement à l'EPFL Non, mais vous d'ailleurs, chez Genilem, vous parlez de l'innovation silencieuse. Je trouve que c'est assez juste. En Suisse, il n'y a pas que de l'innovation technologique. Il y a de l'innovation sociale aussi. Et je pense que là, j'ai l'impression qu'on est assez ouvert sur ces questions. Ouais, de nouveau, ce que je vois, en tout cas, c'est que c'est difficile d'avoir des intrapreneurs. Je pensais que ça serait plus facile d'avoir des gens qui, en interne, ont envie de développer des projets. Ça, je pense que c'est plus difficile que d'avoir des entrepreneurs. Et on a réussi à attirer de temps en temps des entrepreneurs, mais en fait, les vrais entrepreneurs, ils te quittent pour créer leur propre structure. Ce qui est sain, c'est ce que j'ai finalement fait moi. Mais en tout cas, d'avoir des intrapreneurs, c'est des gens peut-être qui... Est-ce que c'est parce qu'on ne propose pas les bonnes conditions cadres pour le faire? J'ai l'impression qu'on essaye, mais je trouve que ça, c'est plus difficile. Ouais. Parce que ces gens-là, pour toi, un entrepreneur, il va chercher de la liberté, il va chercher du cash, il va chercher... Pourquoi il le fait tout seul plutôt que de le faire chez Loico, par exemple, ou chez d'autres boîtes qui proposent de l'intrapreneuriat? Ouais, c'est une très bonne question. Là. On a un cas très récent, fin de l'année dernière, d'ailleurs dans mon équipe, quelqu'un on savait, il travaillait chez nous à temps partiel puisqu'il développait son activité à côté. Et il a atteint le seuil limite qui lui permettait de faire les deux, enfin en l'occurrence de ne faire plus qu'un. Et donc il nous a quittés en très bons termes. Mais je pense que c'est l'envie de monter son propre truc, d'avoir les contraintes qui sont uniquement celles que tu décides d'avoir, quoi. Et de porter aussi, il y a peut-être aussi des questions de marque, de développer ta propre marque, le faire sous une marque que tu n'as pas créée toi, c'est peut-être moins satisfaisant, moins motivant. Ok. Et qu'est-ce que la Suisse pourrait faire pour que ça change un petit peu ça, pour avoir plus d'intrapreneurs en Suisse ou bien même dans les entreprises? Tu nous parlais de la culture de l'innovation. Cette culture de l'innovation, déjà, moi je pense qu'en Suisse, on a beaucoup de chance parce qu'il y a beaucoup de structures qui permettent d'accompagner les entrepreneurs. Et je pense qu'on n'a vraiment pas beaucoup d'excuses en Suisse. Tu vois. Pour ne pas entreprendre, pour ne pas entreprendre. Okay. Parce que créer une société, c'est relativement facile. Les fonds à mobiliser sont vraiment pas énormes. Les fameux 20 000 francs pour une SARL. Oui, exactement. On a facilement du conseil, on a facilement même du financement dans certains cas. Donc finalement, faut y aller. La culture, après, c'est peut-être une question d'éducation aussi. Moi, j'avoue que j'ai pas été éduqué. Alors déjà, dans mon entourage, c'est une bonne question. Je sais pas d'où ça vient cette envie d'entreprendre. Mais j'ai toujours eu une approche plus bootstrapping, c'est-à-dire avec mes propres moyens. On a cherché un peu d'argent, mais c'était plutôt du prêt. On n'a jamais fait de levée d'argent. Pour brûler du cash, pour brûler. Pour scaler vite ou autre, ça c'est une culture, une expérience que j'ai assez peu, et je crois que mes associés n'en ont pas plus que moi. Mais c'est une question de culture. Quand j'ai fait une partie de mes études aux États-Unis pendant mon MBA, on a vu que la culture était complètement différente. C'est que quand tu montes une boîte, tu vas brûler du cash. Tu vas lever des fonds, okay, parce qu'il faut accélérer. Et cette culture, on l'a pas. Est-ce qu'elle est juste ou pas? En tout cas, je pense qu'on doit être plus conscient, et j'espère que c'est le cas aujourd'hui, des leviers qui sont ceux à disposition. Finalement, c'est une boîte à outils d'entrepreneurs. Moi, c'était un outil que j'avais même pas conscience qu'il existait, donc il ne faisait pas partie de ma boîte. Lequel tu dis lever, de lever de l'argent. Et peut-être qu'à certains égards, je suis passé à côté de certaines choses. Mais aussi parce que les projets que j'ai menés, c'était toujours en Suisse, sur un petit marché, sur lesquels tu n'as pas forcément besoin de lever, en tout cas sur du service, sur du produit. Mais le produit, tu vas vite être limité sur un petit marché comme la Suisse. Et ça, c'est vraiment une question de culture. Et j'ai l'impression que ça change un peu aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a des émissions aussi je pense à qui veut être mon associé sur M6.
Alors, même si ça fausse un peu, parce que ça a l'air d'être facile de lever de l'argent, ce qui est pas forcément le cas, hein, puisqu'il y a une grosse sélection en amont qu'on ne voit pas forcément. Et puis même en aval, c'est que même une fois qu'ils ont dit, Ouais. tu sais, je te rejoins, je mets 450 000 euros pour 10%, il y a encore là, il y en a beaucoup qui se font pas. Hein. Oui, parce qu'il y a une due diligence qui est faite après, puis finalement, probablement une partie ne se fait pas. Mais On valorise ça, ouais. Ouais, on le valorise, mais ça permet aussi de développer un peu la conscience de ces leviers. Peut-être que ça en motive certains, mais moi je pense que on a un rôle en Suisse, je pense que Genilem le porte assez bien, de montrer qu'il y a une innovation, quel est l'impact de cette innovation. Elle n'est pas forcément que technologique. Et j'aimerais t'entendre sur l'ambition, parce que moi, je rencontre beaucoup d'entrepreneuses, d'entrepreneurs, ou même encore plus de gens qui veulent entreprendre. Vous démarrez Loico, vous allez chercher 2 millions parce que tout de suite vous vous dites, nous on veut ce one-stop shop, ça implique d'avoir, quand tu es one-stop, t'es one mais de beaucoup de choses, donc ça implique ça. J'ai l'impression que tout de suite il y avait une ambition assez grande. Tu parlais d'une trentaine de collaborateurs dès le début, tu vois, d'avoir cette vision-là. Là, j'aimerais peut-être aussi t'entendre sur l'ambition des entrepreneuses et des entrepreneurs ici en Suisse. Par rapport à ça, à tout de suite vouloir faire des trucs un peu grands versus je me sors mon salaire, j'arrête de bosser le vendredi midi puis je vais skier. Ouais. Ce que les expériences que j'ai eues m'ont montré qu'il y a quand même un besoin d'un peu d'acharnement pour pouvoir mener une boîte. Et on a déjà eu l'occasion d'en discuter. Et donc, il ne faut pas avoir peur de l'effort. Et ça, j'espère d'ailleurs que c'est quelque chose que j'arriverai à inculquer à mes enfants. C'est de l'importance de l'effort, l'importance du travail. Et quant à l'ambition, moi, j'estime que j'ai probablement un peu manqué d'ambition dans certains des projets, même si quand tu regardes en arrière, finalement, le projet Loico était assez ambitieux, mais c'est une ambition qui est partagée. Finalement, j'ai partagé les risques et c'est plus facile d'entreprendre à plusieurs pour ça, hein, pour aussi de se motiver sur cette capacité à prendre ambition. Mais on n'a pas eu cette ambition internationale, on n'a pas eu cette ambition de scaler hyper rapidement. Est-ce que ça nous a manqué ou pas Difficile de savoir, puisqu'on ne va pas refaire le match. Mais moi, j'ai le sentiment quand même, quand je vois notamment au comité de sélection de projets, quand je vois certains projets, que c'est encore très polarisé. Il y a des gens qui ont tout de suite cette ambition d'aller vite, et j'ai l'impression qu'il y en a un peu plus qu'avant, tant mieux. Puis d'autres, par contre, qui effectivement cherchent un développement entrepreneurial un peu plus confortable. Et là, évidemment, que j'ai quelques doutes quant à la capacité de mener le projet, quoi. Parce que justement, ça marche pas avec l'acharnement. Ouais. Tu as travaillé dur pour être là où tu en es aujourd'hui? Je pense que les gens autour de moi diront que j'ai travaillé beaucoup. Moi, j'ai toujours ce sentiment d'avoir fait des choses qui me plaisaient. Donc, souvent, quand on travaille pour les choses qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler et ça continue encore. Et ce que je dis souvent, c'est que mon agenda, c'est un enfer, mais en même temps, c'est un enfer que j'ai choisi parce que des choses qui me font plaisir. Le jour où il y a des choses qui me font plus plaisir, j'arrête de les faire, quoi. Ok. Et tu parlais justement de transmettre ce goût de l'effort à tes enfants. Comment on fait? C'est une bonne question, ça. Comment tu fais? Ouais. Je sais pas comment il faut craquer le code, mais en tout cas, il faut leur faire comprendre que les choses, elles tombent pas toutes cuites. Et je pense qu'il faut les sensibiliser sur l'impact de ce que tu fais, valoriser aussi l'effort. Est-ce que tu dois pénaliser le manque d'activité? Je sais pas, tu vois, à l'inverse. En tout cas, c'est la communication, quoi, avant tout. Il faut en parler, valoriser. Je pense que dans les modèles bienveillants qu'on défend, ça passe aussi beaucoup par là. C'est ne pas avoir peur parce que j'insiste beaucoup sur le modèle bienveillant. Tout le monde n'est pas, c'est pas les bisounours, quoi. C'est que on doit dire les choses, on doit savoir dire les choses, mais on doit savoir dire les choses correctement, qu'elles soient bonnes ou difficiles à entendre. Et c'est quoi savoir dire les choses correctement? Comment on fait? Ça, je trouve que c'est relativement simple. C'est qu'il faut souvent être factuel en disant voilà, on a essayé de faire telle chose, ou de donner des références qui permettent de qualifier, de dire ça c'est bon parce que, ou c'est moins bon, c'est moins bien parce que, de façon à ce que ça soit compréhensible.
Et d'ailleurs, un exercice on a fait chez Loico que je recommande, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur nos valeurs. Mais en fait, on s'aperçoit que les valeurs, c'est quelque chose qui est un petit peu intangible. Tu vois, D'accord. c'est des grands mots. Tu vois. Ouais. Donc en fait, Bienveillance, bienveillance, performance. c'est finalement confiance, Ouais. qui a l'impression d'être dans une banque. Les valeurs que toute banque pourrait promouvoir. Donc on a fait cet exercice pour chacune des valeurs de définir des comportements. Okay, en l'occurrence, on a appelé ça des réflexes. Donc chaque valeur, il y a des réflexes qui permettent d'amplifier. Je te donne un exemple, l'exploration, qui est une de nos valeurs chez nous. Un des réflexes, c'est je ne dis pas non à une proposition qu'on me fait sans en avoir parlé à mes collègues. Ça, c'est un réflexe. Okay, et puis, on a listé un certain nombre de comportements qui sont attendus pour répondre à ces réflexes. Puis ça nous permet, lorsqu'on fait un feedback à des collègues, en se basant sur ces réflexes et ces comportements, de donner quelque chose d'assez objectif, en disant, bah, tu vois, sur ce cas-là, je trouve que tu as parfaitement incarné cette valeur parce que les réflexes que tu as eus, les comportements que tu as eus sont hyper alignés. Ou à l'inverse, je pense que tu manques de certains comportements ou certains comportements ne sont pas forcément adéquats en fonction de ce qu'on prône chez nous. Et ça permet d'accompagner et d'orienter de nouveau de manière assez saine en ayant quelque chose qui soit assez compréhensible parce que si je te dis écoute, je trouve que tu n'es pas très enthousiaste, ça va être un peu difficile de faire changer les choses, quoi. Et donc ça, c'est matérialisé dans un bouquin sur un... Ouais, on les a publiés d'ailleurs, nos réflexes. Et là, on est en train de travailler. Sur votre site, tu dis, on Ouais, peut les trouver, ouais. je pense qu'on doit pouvoir les retrouver sur le site. C'est une bonne question. En tout cas, on travaille en ce moment sur un jeu de cartes. Un jeu de cartes qui permet de jouer avec ces comportements aussi pour faciliter la communication en interne, la compréhension, l'assimilation de ces comportements et de ces réflexes. Un jeu de cartes là, qu'on va présenter en avril à tous les collaborateurs. Ok. Et tu me parlais de vos collaborateurs avec un peu de turnover. Ouais. Ça, il y a des gens où quand tu leur donnes... Enfin, là, vous n'avez pas encore le jeu de cartes, mais quand tu leur donnes, justement, c'est bien se comporter chez Loico. Enfin, voilà. Il y a des gens qui disent non, mais j'en veux pas de ça. Tu parlais des bisounours. Moi, je suis pas un bisounours. Ça se... Chez nous, c'est clair que l'alignement valeur, ça va être le premier critère si tu veux, sélection, choix. Sélection Ouais. pour, on choisit autant qu'on est choisi. Ouais, c'est joli. Mais c'est clair. Aujourd'hui, d'ailleurs, on va favoriser, c'est sûr qu'à compétences égales, on va favoriser la personne qui est le plus alignée avec nos valeurs. Pas toujours facile de le percevoir. Il y a beaucoup de feeling là-dessus et je pense que c'est quelque chose que je défends encore, ce côté un peu subjectif du recrutement qui est extrêmement important pour moi. Mais c'est clair que à certains égards, ça pourrait pas. Je pense que certains nous considèrent comme un peu une secte, quoi. En sachant que tout le monde n'est pas absolument aligné avec toutes les valeurs. On le sait bien, même entre nous, cofondateurs, il y a je pense qu'il y a des valeurs qu'on incarne mieux que d'autres. Mais ce qui est important, c'est qu'on sache pourquoi. Et tu leur dis quoi à ces gens qui disent non, mais Loico, c'est une secte? Je les encourage à venir voir comment ça se passe chez nous, quoi. Mais je pense qu'il faut surtout parler à des gens qui sont pas moi. C'est des gens qui le vivent au quotidien, sur des choses qu'ils n'ont pas forcément décidé de mettre en place. Même. Vous êtes combien aujourd'hui? On est un peu moins de 150, ouais. Que à Genève? Non, on est distribué entre Genève, Lausanne, Sion. On a un petit bureau à Zurich et un monobureau à Bulle. Ok. Je suis fribourgeois. Ça marche. Et Loico, dans 5 ans, dans 10 ans, ça devient quoi? C'est devenu quoi? Ça, c'est la grosse question du moment. À cause de l'IA? À cause de l'IA, tu vois, les prédictions que beaucoup s'accordent à donner, c'est que des domaines comme le légal, le domaine comme l'administratif sont fortement touchés. On s'attend à 45-50% de tâches qui seront automatisées à horizon 2 ans. Ça veut dire qu'il y a 40-50% de nos équipes qui doivent se repenser. Donc c'est fortement transformatif. Elles y arrivent? Le problème, c'est que la technologie va plus vite que la capacité des personnes à acquérir de nouvelles compétences. Et donc ça pose forcément des questions. Et c'est vraiment au sommet de l'agenda, de nos priorités. C'est comment est-ce qu'on accompagne ce pivot. Ça fait déjà quelques années qu'on le fait.
Il y a des choses sur lesquelles ça se passe plutôt bien, puis d'autres sur lesquelles c'est plus difficile de se projeter du coup sur des postures qui sont plus des postures de conseil, d'accompagnement, de s'orienter plus sur la santé en entreprise que sur la partie administrative qui, elle, sera traitée automatiquement. Se pose aussi la question du business model, parce que quand tu vends des honoraires et que demain une partie de ces tâches sont réalisées par une machine, alors tu vas vendre un peu de licence, mais les gens ne sont jamais prêts à payer un montant en licence qui est équivalent à ce qu'ils payent en honoraire. Donc il va y avoir, Même si la valeur est la même. Hein. exactement. Il va y avoir une érosion du chiffre d'affaires, donc il faut un pivot vers d'autres services. Et aujourd'hui, je pense qu'on a une partie des réponses. Est-ce qu'elles seront justes? Le temps nous le dira. En tout cas, je crois pouvoir dire qu'on va pas développer, en tout cas en nombre de collaborateurs. Je pense qu'aujourd'hui, avec les mêmes nombres de collaborateurs, on devrait être capable à terme de servir peut-être le double de clients. Et je pense qu'on a plus une dépendance à développer les activités tout en étant sûr qu'on soit performant dans l'automatisation. Okay. Mais ce qui est, j'y vois. Alors, je vais simplifier à l'extrême, mais c'est d'autant plus en grand écart parce que j'ai quand même l'impression de tout ce que tu nous dis. Moi, je suis déjà passé aussi dans vos bureaux, on voit le sourire des gens, qui est pour moi le meilleur indicateur de la santé d'une entreprise. C'est quand tu passes dans une boîte, est-ce que les gens ils ont l'air heureux ou pas. Ouais. Mais bref, vous êtes profondément et tu es profondément attaché à l'humain. Vous avez un business qui vendait de l'humain et là, l'IA, elle vient quand même, elle vient checker un peu tout ça. Et je pense que c'est d'autant plus complexe quand on est autant attaché à l'humain de savoir qu'il y a des services qui peuvent être faits par des robots plutôt que par des humains, quoi. Oui, mais je pense qu'il va y avoir une polarisation. J'aime bien donner l'exemple du menuisier. C'est qu'aujourd'hui, tu as deux choix, quoi. Si je simplifie, tu achètes une armoire chez Ikea que tu vas monter toi-même, ou tu fais appel à un menuisier qui te le fait un peu sur mesure. Et je pense qu'il y aura toujours un peu des deux. Simplement, il y en aura moins. Donc, moins de menuisiers. Moins de menuisiers. Donc nous, aujourd'hui, on fait partie de ces menuisiers. Il y a une partie qu'on doit transformer, automatiser pour pouvoir le servir comme un Ikea, puis une autre partie où on doit être plus comme le menuisier sur des aspects plus spécifiques. On oscille vraiment entre... Il y a des choses qui les gens vont faire eux-mêmes. Il y a des choses où les gens vont demander d'être accompagnés pour faire, aider à faire. Et puis après, il y a des choses où les gens vont externaliser complètement et ils vont laisser faire, quoi. Et il faut qu'on se positionne sur chacun des métiers, sur chacun des tâches, finalement, comment est-ce qu'elle va évoluer, quoi. Okay. Obligatoirement sur chacun, ou bien tu pourrais tout à fait te dire non, mais nous, on va que dans un extrême ou dans l'autre. Tu vois, si on est dans une entreprise, dans des services polarisés. Je crois qu'aujourd'hui, on n'a pas encore la réponse à tout ça. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de voir. Enfin, il y a des choses qui sont assez claires sur l'automatisation. Il y a des choses qu'on automatise. Et aujourd'hui, je pense que le fait de pouvoir l'automatiser, c'est déjà un élément différenciant. La valeur, par contre, à quelle valeur ça va pouvoir être vendu, ça, c'est vraiment encore la question. Et puis, dans quelle mesure est-ce que le conseil, aujourd'hui, on arrivera à vendre autant de conseils, d'accompagnement. Alors, dans les questions de santé en entreprise, on pense qu'il y a évidemment un marché important avec la montée en flèche des maladies et risques psychosociaux. Là, on a un rôle à jouer sur ces questions de santé et je pense qu'on est bien positionné. Maintenant, l'avenir nous dira si on a raison ou pas, quoi. Okay. Moi, j'ai un peu fait le tour des thématiques que je voulais absolument traiter avec toi, parce qu'on pourrait en parler pendant... On a très peu parlé des films. C'est juste. Mais il nous reste peut-être un petit peu de temps. Toi, il y a quelque chose sur lequel tu aimerais qu'on revienne? Je voulais juste insister sur la chance qu'on a en Suisse. Bon, déjà, quand on est en Suisse, je pense qu'on fait déjà partie d'une... Sur l'échelle de la planète. Sur l'échelle de la planète, des vraiment privilégiés. Et je crois que moi, ce qui m'a frappé, c'est la facilité avec laquelle on peut entreprendre. Parce que moi, de nouveau, je suis né je suis issu d'une famille pas particulièrement entrepreneur, qui n'avait pas particulièrement de moyens. Et finalement, quand on a un peu de motivation, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Et la Suisse, c'est un super terrain pour ça. Je l'ai évoqué avant, il y a des structures qui peuvent nous accompagner. On peut facilement obtenir du conseil, on peut facilement... mobiliser des gens pour nous aider ponctuellement sur le long terme. On peut obtenir du financement, il y a quand même beaucoup d'argent en Suisse. C'est pas toujours facile, hein, mais je pense qu'aujourd'hui, on a quand même un terreau qui est propice au développement de projets. Et je pense que
peut-être l'évolution que je vois ou que je verrais, c'est qu'il faut peut-être plus travailler en mode business case, c'est-à-dire plutôt que de monter un business plan pour une mode, je travaille sur un premier projet, je fais mes premières expériences, puis après je vois comment ça évolue. En tout cas, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'excuses à ne pas entreprendre si on a une idée, quoi. Ok. Sauf si on veut pas. Ah ouais, mais ça, faut pas se forcer, quoi. Faut pas se forcer. Ok. Et toi, si tu pouvais revenir aujourd'hui, aller parler au Grégory qui, on va prendre lequel? On va prendre celui qui a fini, celui qui finit son deuxième master là, le PFL. Tu lui dirais quoi aujourd'hui? Ouais, je ne sais pas si cette question de l'ambition dont on parlait avant, disant n'aie pas peur de voir plus grand. Est-ce que c'est quelque chose que... alors déjà, je lui dirais tout va bien se passer. Il a besoin d'être rassuré, le Grégory de l'époque? Je suis pas sûr, parce qu'en fait, j'ai rarement vu le risque associé à ça. Peut-être le jour où chez Loico, j'ai mis toutes mes économies, là, j'ai probablement senti un peu plus le risque. Mais sinon, c'était toujours par opportunité. Il y avait toujours une phase de jeu, et puis on sait qu'on retombe un peu sur nos pattes, hein. Mais ouais, c'est peut-être cette question d'ambition. Peut-être, je trouve que c'est intéressant. Je regrette un peu de ne pas avoir plus eu d'expérience à l'étranger. Peut-être aussi pour ouvrir un peu plus les chakras, peut-être même développer sur d'autres territoires où les règles du jeu sont différentes. Mais sinon, non, en tout cas, ne change rien, garde et le plaisir de travailler avec les gens, quoi. Je pense que c'est tellement important. Et puis surtout, continue à faire, parce que j'ai tellement de plaisir à faire, même si évidemment avec le temps je fais de moins en moins. C'est important pour moi. Quelqu'un qui sait faire, bah, il accompagne aussi mieux, il pilote pour moi aussi un peu mieux, il est plus conscient des enjeux. Et pour moi, ça, c'est important. Et ben alors, on te souhaite d'avoir encore plein de choses à faire et de continuer à venir de temps en temps nous les partager dans des podcasts comme celui-là. Merci beaucoup, Greg. Avec grand plaisir, c'est vraiment un plaisir. Bonne suite.